Après la crise dont nous sortions, a-t-il dit, avec les factions que nous avions divisées, les complots qui avions été tramés, mais encore des emprisonnements étaient indispensables. Et-ils n'étaient qu'un bienfait, car ils remplaçaient les chevaux. Oh, j'ai voulu rendre ces emprisonnements légaux. J'ai voulu les enlever au caprice, à l'arbitraire, à la haine, aux vengeances. Nul, pour ma loi, ne pouvait plus être emprisonné, détenu comme prisonnier d'État, sans la décision de mon conseil privé. 16 personnes les composaient, les premières, les plus indépendantes, les plus distinguées de l'État. Quelle petite passion osé se compromettre avec un tel tribunal. Moi-même ne m'étais-je pas interdit de la sorte la faculté d'une arrestation capricieuse. Nul ne pouvait être détenu que pour une année sans une nouvelle décision du conseil privé. Il suffisait de 4 voix sur 16 pour mener sa libération. Du conseiller d'État ayant entendre ces prisonniers se trouvaient alors leurs avocats zèle au conseil privé. Ces prisonniers avaient des plus pour eux la commission de la liberté individuelle du Sénat, dont on a ri dans le public parce qu'elle ne faisait point d'étalage de ses efforts ni ses résultats. Mais elle a rendu des grands services, car ce serait bien peu connaître les hommes qui d'imaginer que des sénateurs qui n'avaient rien à attendre des ministres et qui rivalisaient de rang nous ont pas fait usage de leur prérogatives pour les importuner ou leur rendre en visière vis-à-vis de moi. Si on eût trouvé une occasion flagrante, de plus je vais donner la surveillance des prisonniers à la police des prisons aux tribunaux, ce qui paralysait dès l'instant tout l'arbitraire des autres branches de l'administration et de ses nombreux agents subalternes. Après de telles précautions, je n'hésite pas à prononcer que par la signature de ce décret, la liberté civile se trouvait assurée en France autant que possible. On méconnu ou l'on feignit de méconnaître cette vérité, car nous autres Français, il faut que nous murmurions de tout et toujours. Le vrai est que lors de ma chute, les prisons d'État ne renfermaient en guerre que 250 individus et que j'en avais trouvé 9000 en arrivant au consulat. Qu'on parcourt la liste de ce qu'on a dû y trouver, que l'on cherche les causes et le motif de leur détention, on verra qu'il n'en est presque aucun qui ne méritait la mort, qui ne le trouvait pas un jugement pur qui conséquentement la détention ne fut de ma part. Combien fait, pourquoi ne publie-t-on rien contre moi aujourd'hui à ce sujet? Où sont donc les grands griefs qu'on me reproche? C'est qu'en effet, il ne se trouve rien. Si quelques-uns des prisonniers sont venus depuis se vanter auprès du roi des souffrances qu'ils avaient éprouvées à cause de leurs efforts en sa faveur, ne prononçant-ils pas là eux-mêmes leur arrêt et ma justification, car ce qui peut être une vertu aujourd'hui aux yeux du roi était alors incontestablement un crime sous moi, et ce n'est que parce que j'ai répugné à du sang pour des crimes politiques et que de tels procès nous ont fait que maintenir l'agitation, l'incertitude au sein de la patrie, que j'ai commis la peine en simple détention. Je le répète, les Français, à mon époque, on était les plus libres de toute l'Europe, sans en
excepté même les Anglais, car en Angleterre, si une crise vient à faire suspendre l'habeas corpus, tout individu est passible de la prison par la seule volonté des ministres sans qu'ils aient à en justifier le motif ou à en donner la raison. Ma loi était bien autrement limitée. Et puis enfin, à déterminer si, en dépit de mes bonnes intentions, si malgré tous mes soins, il existait encore tout ce que vous venez de dire et beaucoup d'autres choses sans doute. Ce qui n'est pas si aisé que l'on pense d'établir les biens, ce qu'il y a de bien remarquable, c'est que tous les pays qui ont séparé de nous ont regretté les lois avec lesquelles je les ai gouvernés. C'est là un hommage rendu à leur supériorité. Le seul moyen de me condamner victorieusement sur le mal qu'elles ont présenté serait de pouvoir montrer autre part quelque chose de mieux. De nouveaux temps succédant, on verra. Sur les 5 heures, le grand maréchal qui sortait de chez l'empereur m'a dit qu'il me demandait. L'empereur n'était pas sorti de la journée. Je l'ai trouvé considérant le nouveau billard. Il a craint qu'il ne fît trop humide pour sortir. Il s'est mis à faire quelques parties d'échecs en attendant le dîner. Dans la soirée, nous allons à Tré et Diste de Crébillon. Cette pièce nous a paru horrible. Nous l'avons trouvée dégoûtante et nullement tragique. L'empereur n'a pu l'achever. Dimanche 21. Vers les 3 heures, l'empereur demandait sa calèche, m'a fait appeler et nous avons marché ensemble jusqu'au fond du bois où il avait ordonné à la calèche de venir le joindre. Je vais à lui communiquer des petits détails qui lui étaient en personnel. Dans le cours de la promenade, nous avons aperçu du bâtiment qui arrivait au dîner. L'empereur se trouvait fort causant. Il venait de travailler à sa campagne d'Égypte, qu'il avait laissé quelque temps et qu'il nous a dit des voix aussi intéressantes qu'un épisode de roman au sujet de sa pointe sur Saint-Jean d'Acre. Il disait, c'était pourtant bien audacieux que d'avoir osé se placer ainsi au milieu de la Syrie avec seulement 12 000 hommes. J'étais, continuait-il, à 500 lieues de décès qui formaient l'autre extrémité de mon armée. Sidney Smith a raconté que j'avais perdu 18 000 hommes devant Saint-Jean d'Acre, où mon armée n'était que de 12 000 hommes, un petit homme échappé du collège, à ce qui paraît. N'entendant rien à ce qu'il décrit, ne sachant que faire quelques phrases et voulant sans doute gagner quelque argent, frais pourtant de quelques-uns que j'ai comblés, qui faisaient partie de mon conseil d'État. Vient de publier sur cet événement quelque chose qui va passer aujourd'hui sous les yeux et qui mérite par ses niaiseries la mauvaise teinte qu'il essaie de répandre sur la gloire et les travaux de cette armée. Si j'avais été maître de la mer, j'eusse été maître de l'Orient, et la chose était si possible que cela n'a tenu qu'à la stupidité ou à la mauvaise conduite de quelques marins. Vos voyagions en Égypte, avant la Révolution, avait écrit qu'on ne pourrait occuper ce pays sans 3 grandes guerres contre l'Angleterre, les grands seigneurs et les habitants. Le dernier surtout lui paraissait difficile et terrible. Il est trompé tout à fait à l'égard de celle-ci, car elle n'a été rien pour nous. Nous étions même venus à bout de voir en peu de temps les habitants peu amis et d'avoir mêlé leur cause à la nôtre. Un poignet de Français avait donc suffi pour conquérir ce beau pays qu'ils nous ont jamais tout perdre. Nous avions vraiment accompli des prodiges de guerre et des politiques. Notre affaire n'avait rien de commun avec les croisades. Les croisés étaient innombrables.
n'aime pas le fanatisme. Mon armée, au contraire, était fort petite. Les soldats, si peu passionnés pour leur entreprise, qui feront tenter souvent, dont le principe, dont le drapeau et de revenir. Toutefois, j'étais venu à bout de les réconcilier avec le pays où il y avait abondance de toutes choses et de ces bons marchés que je fus au moment tenté de les mettre à la demi-solde pour leur conserver l'autre moitié en réserve. Je m'étais acquis un tel empire sur eux que me suffit d'un simple ordre du jeu pour les rendre mahométans. Ils nous ont fait conquérir la population, eux étaient satisfaits et les chrétiens de l'Orient eux-mêmes ont cru leur cause gagnée. Ils nous ont approuvés pensant que nous ne pouvions pas faire mieux pour eux et pour nous. Les Anglais ont frémi de nous voir occuper l'Égypte. Nous montrions à l'Europe le vrai moyen de les priver de l'Inde. Ils ne sont pas encore bien rassurés, et ils ont raison. Si 40 à 50 familles européennes ne fixent jamais leur industrie, leur loi et leur administration en Égypte, l'Inde sera aussitôt perdue pour les Anglais. Bien plus encore par la force des choses, qui par la force des armes. Dans les cours de la soirée, le grand maréchal a rappelé à l'empereur une de ses conversations avec le mathématicien monge à Koutakié, milieu du désert. Que vous semble de tous ceci, citoyen monge, disait Napoléon. Mais citoyen général, répondait monge, je pense que si je m'envoie ici autant de voitures qu'à l'opéra, il faudra qu'il se soit passé de fameuses révolutions sur le globe. L'empereur riait beaucoup à se ressouvenir. Il avait pourtant alors su les lieux, disait-il, où voiture à 6 chevaux. C'était assurément la première qui eût traversé le désert de la sorte. Aussi elle tenait fort les Arabes. L'empereur disait que le désert avait toujours eu pour lui un attrait particulier. Il ne l'avait jamais traversé sans une certaine émotion. C'était pour lui l'image de l'immensité, disait-il. Il ne montrait point de borne, n'avait ni commencement ni fin. C'était aussi un des pieds fermes. Ce spectacle plaisait à son imagination et il se complaisait à faire observer que Napoléon veut dire lion du désert. L'empereur disait encore que quand on est sous une série, on avait arrangé au cœur qu'on ne rêverait jamais, et il racontait alors le vol et l'effronterie d'un petit Chinois qu'il avait à son service. C'était un petit nain difforme dont Joséphine, disait-il, s'était engouée dans le temps à Paris. Il était le seul Chinois en France. Et dès lors, elle avait dû le voir derrière sa voiture. Elle le promena en Italie, mais comme il a volé, elle ne savait plus qu'en faire. Peu l'en débarrasser. Je l'ai pris avec moi dans mon expédition d'Égypte. C'était toujours les reporter à la moitié de son chemin que de le jeter en Égypte. Toutefois, ce petit monstre avait au cœur l'intendance de ma cave. Je n'ai pas plutôt passé le désert qui vendit et avait bruit d'où mes bouteilles de vin de Bordeaux délicieux, ne cherchant qu'à faire de l'argent dans la persuasion que je ne reviendrai jamais quand on annonça mon retour. Il ne se déconcerta nullement. Il courut au-devant de moi et me découvrit en survêtu fétal, disait-il, la dilapidation de mon vin qu'il attribuait effrontément à tous ceux qui lui plut d'accuser. La fourberie était si peu soutenable qu'il fut en un instant
convaincu lui-même. On me pressait fort de la faire prendre. Je ne le fis point parce qu'on te justice. Il eût donc fallu en faire autant de tous les habits brodés qu'avions sciemment achetés et boulevard. Je me contentai de le chasser et de l'expédier à Suez, où il devint ce qu'il voulut.